RTNC, le journal. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour une demi-heure d'informations sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, à la une de l'actualité, au moins 5 morts et 11 blessés dans une attaque à l'explosif au sud Kivu. Les gouvernements provinciaux pointent la responsabilité directe du Rwanda et de l'AFC M23, dénonçant un crime de guerre flagrant. Détail à suivre dans ce journal. Aucun centimètre ne sera cédé. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, porte le ton de la fermeté lors d'une mission d'itinérance stratégique aux frontières du pays. Détail également dans ce journal. Les nouveaux salaires minimum de 21 500 francs congolais entrent en vigueur de cette fin janvier. Entre décret d'application de la Première ministre et appel au calme de syndicats, le social passe au premier plan. C'est tout pour le titre. Le marché de Sangué à Uvira dans la province. Le Sud Kivu, le marché des Sangué dans le territoire d'Uvira a été le théâtre d'une tragédie ce jeudi. Des engins explosifs lâchement lancés en plein cœur d'une activité commerciale ont fauché la vie d'au moins 5 compatriotes, majoritairement de femmes, laissant derrière eux une dizaine de blessés. Dans un communiqué cinglant publié ce vendredi, le porte-parole de l'exécutif provincial, Didier Kabilouganiwa, pointe une responsabilité directe de la coalition FCC, AFC M23 et de son soutien rwandais. Le récit de ce drame et la réaction officielle dans ce reportage. Le marché de Sangué à Uvira dans la province du Sud Kivu a été secoué hier jeudi 29 janvier par une attaque explosive qui a fait au moins 5 morts, principalement de femmes et plus de 11 blessés. Les bilans restent encore provisoires. Selon les témoins, une grenade a été jetée en plein marché par une personne inconnue, provoquant panique et chaos. Les blessés ont été rapidement évacués vers l'hôpital général de Sangué pour des soins urgents. Le gouvernement provincial du Sud Kivu pointe du doigt l'AFC M23 et le Rwanda comme responsables directs de cette attaque meurtrière. Dans un communiqué publié le vendredi 30 janvier, l'exécutif provincial dénonce une grave violation du droit international humanitaire. Double séquence stratégique à l'immeuble du gouvernement sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. L'exécutif a procédé à une évaluation rigoureuse du PDL 145 territoires visant une accélération de ce programme phare de développement à la base. Parallèlement, le ministre du Budget, Adolphe Muzito, a présidé une séance de travail sur la candidature de la RDC pour abriter les bureaux régionaux du centre de règlement des différends entre investisseurs et l'État. Les points avec Emmanuel, commissaire Djokoukou. La République démocratique du Congo accélère sur 2 fronts stratégiques, le droit international des investissements et le développement local. Le gouvernement intensifie ses actions pour accueillir le bureau régional africain du Centre consultatif pour le règlement des différents investisseurs États. Objectif, renforcer la souveraineté juridique du pays, rassurer les investisseurs et positionner la RDC au cœur de la nouvelle architecture internationale du règlement des différends. Nous sommes un grand pays avec un potentiel minier important. Et nous avons des partenariats économiques avec plusieurs États. Il faille que nous puissions rassurer les investisseurs que nous prenons en charge de manière efficace le règlement des différends. Parallèlement, la première ministre Judith Suminwa Tuluka exige rigueur et célérité dans l'exécution du programme de développement local des 145 territoires. Face au retard constaté,
Des décisions fortes sont prises, harmoniser des données, descente conjointe sur le terrain et mobilisation des financements innovants. L'objectif, c'est de pouvoir, on a pu évaluer ce qui a été fait à ce jour, parce que vous savez que le président de la République en a fait mention dans ce discours. Il a donné des échéances qui demandent à ce que nous puissions regarder ensemble avec toute l'équipe. Et donc, nous voulons à ce que plusieurs groupes puissent se mettre ensemble pour que nous puissions avoir l'harmonisation en termes des chiffres, en termes des qualités, des réalisations, en termes de... Voilà, donc c'est important cette fois-ci, parce que nous voulons éviter des divergences dans la communication de ce programme. Deux priorités, une même ambition, renforcer la crédibilité de l'État et accélérer la transformation. L'hommage de la nation à un grand serviteur de l'État, représentant le chef de l'État, la Première ministre Judith Suminwa. Tuluka a assisté ce vendredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo à la messe de suffrage en mémoire de l'ancien sénateur François Kaniki, une cérémonie empreinte de dignité marquée par la présence notable du couple présidentiel de la République du Congo, témoignant de liens étroits avec l'illustre disparu, frère du regretté cardinal Mosengo. Le récit de cette célébration avec Emmanuela Commissaire Djokuku. Consternation et recueillement. Hommage à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Kinshasa à l'occasion de la messe de suffrage en mémoire de feu François Kaniki, ancien sénateur et frère du feu cardinal Laurent Mosengo. Représentant le chef de l'État, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a assisté à cette messe marquée par la présence de plusieurs hautes personnalités dont le couple présidentiel de la République du Congo, proche du défunt. La célébration eucharistique a été présidée par Fridolin Cardinal Ambongo, entouré de plusieurs évêques et prêtres. Dans son homélie, basée sur l'Évangile selon Saint Jean, le cardinal a rendu hommage à un homme de foi engagé et profondément attaché aux valeurs humaines. François Kaniki est décédé le 13 janvier dernier à Paris à l'âge de 71 ans. Son parcours a été marqué par d'importantes responsabilités dans la haute administration, les affaires internationales et la vie politique en République démocratique du Congo. Né en 1954 à Mongobélé, dans les territoires de Koutou, province du Maïndombe, il était licencié en droit de l'université Marianne Ngouabi de Brazzaville. Avant les absoutes, Judith Suminwa Tuluka a déposé une gerbe de fleurs au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en signe de recueillement et de reconnaissance nationale. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo n'est pas négociable. Le message du gouvernement est clair et sans équivoque. Aucun centimètre du territoire ne sera cédé à travers une série de missions d'itinérance lancées aux quatre coins de zones frontalières du pays. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, réaffirme l'autorité de l'État et la sacralité de nos frontières face aux velléités d'occupation. Les points sur cette tournée de souveraineté dans ce reportage. Aucun centimètre de la superficie de la République démocratique du Congo ne sera récupéré par un autre État sous les rênes du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Debout, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, veille sur la concrétisation de cet engagement du gouvernement de la République à travers sa mission d'itinérance, de contrôle et d'inspection amorcée sur toutes les frontières du territoire national à partir du Congo central avant l'étape du Grand Bandundu et Grand Kassai, où elle a prolongé jusqu'aux bornes de Kamako et Kanjanji. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, prévient les agresseurs du pays des Lumumba. Nous sommes en itinérance. La sécurité de notre pays est entre nos propres mains. Vos mains, nos mains, les mains de tous les Congolais et toutes les Congolaises. Et la sécurité commence par la cohésion nationale et la vigilance. Nous devons tous être en alerte parce que le pays est agressé. Nous sommes agressés dans toutes nos frontières.
à plusieurs niveaux. À l'Est, c'est la guerre. Ailleurs sont les infiltrations que nous devons tous ouvrir les yeux pour que nous puissions nous-mêmes prendre notre sécurité entre nos propres mains. Voilà pourquoi nous sommes en itinérance. À partir de Chikapa, Eugénie Tshilakamba mobilise ses compatriotes pour une résilience face à la guerre d'agression rwandaise. Le Congo ne tombera jamais, a-t-elle conclu. Radioscopie d'un secteur en pleine mutation. Le membre du groupement professionnel de distributeurs des produits pétroliers se sont réunis ce vendredi pour un exercice de bilan sans concession. Au-delà de chiffres, les opérateurs ont passé au crible la nouvelle politique gouvernementale qui régit désormais le secteur des hydrocarbures. L'analyse de ces enjeux dans le commentaire de Érudis Kitutu. Les produits pétroliers, un véritable moteur de l'activité économique nationale. Ils demeurent indispensables au fonctionnement des différents services en RDC. La rencontre des membres du groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers, une occasion de réaffirmer leur engagement à accompagner les réformes du secteur, notamment sur l'approvisionnement du marché national, la stabilité des prix, la fiscalité, la régulation du secteur. Cette rencontre a eu comme objet l'analyse de ce qui s'est passé l'année dernière, les prévisions pour l'année 2026. Occasion également pour les membres du GPDPP de saluer la collaboration avec les autorités congolaises qu'ils jugent déterminante pour la continuité des activités et la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Il y avait beaucoup de points qu'on avait soumis au niveau du gouvernement qui n'étaient pas encore réglés, mais nous comptons cette année les revoir pour discuter. Mais qu'à cela ne tienne, nous tenons vraiment à remercier toute l'équipe gouvernementale, surtout la Première ministre, aussi le vice-premier ministre en charge de l'économie et la ministre d'État en charge des hydrocarbures. Ils nous ont amené leur soutien et puis ensemble, nous avons pu quand même évoluer. Pour le bien-être de nos agents, chaque entreprise a expliqué les niveaux d'exécution de la loi qui était sortie sur le SMIC. Et ensemble, nous avons trouvé un compromis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le groupement a annoncé la poursuite du dialogue avec le pouvoir public afin d'accompagner les réformes engagées et contribuer pour des propositions concrètes. Un jalon historique pour l'excellence de notre système éducatif. Le ministère de l'Éducation nationale, de concert avec l'UNESCO et ses partenaires, a procédé ce jeudi 29 janvier à la validation de cadres normatifs dédiés à la professionnalisation des enseignants réunis au Pullman Hotel. Le partie prenante ont officiellement remis 5 documents de référence au secrétariat général de l'enseignement. Le compte rendu de cette journée décisive avec Sylvie Makumbani, Fiston Mounouma. Après les exposés des différents représentants dans cette cérémonie officielle de validation des cadres politiques normatifs et procéduraux relatifs à la professionnalisation des enseignants en République démocratique du Congo, organisée avec la collaboration de l'UNESCO et d'autres partenaires, la ministre d'État de l'Éducation nationale, Raissa Malou Dinanga, a remis au secrétaire général de l'enseignement les 5 documents qui ont été élaborés pour améliorer le système éducatif congolais. Aujourd'hui, nous complétons cet édifice par la validation de 5 outils fondamentaux issus du projet efficace destiné au cycle primaire, donc les 6 premières années de l'éducation de base. Le cadre de référence de la formation initiale agit comme le contrat de qualité entre l'État et les futurs enseignants. Si la gratuité de l'enseignement a ouvert les portes de l'école, ce cadre transforme cet accès en une promesse de réussite réelle. Nous ne formons plus seulement des diplômés, mais des professionnels compétents dès leur premier jour de classe. L'enseignant doit avoir les compétences requises. Pour transmettre la matière, nous devons valoriser les professions en tenant compte de sa carrière qui doit être prise en compte pour permettre à l'enseignant de bien faire son travail, a souligné la ministre.
Au Kasaï central, le temps de promesse cède la place à l'impératif de résultat. Au lendemain du séjour du chef de l'État dans la province, le secteur des infrastructures entre dans une phase des rigueurs absolues. Sous l'impulsion du ministre des Travaux publics, le directeur général de l'OVD a lancé une inspection stratégique de l'ensemble des chantiers à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Et les points sur cette offensive de terrain avec Gaëtan Magalano. Au lendemain du séjour du chef de l'État dans la province du Kasaï central, le signal est clair. Place à l'action, à la rigueur et aux résultats. Sur instruction ferme du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, le directeur général de l'Office de voirie et drainage a effectué une descente sur terrain pour une inspection de tous les chantiers en cours d'exécution. À son arrivée à Kananga, le directeur général Victor Ntumba Chikela a tenu à présenter ses civilités au gouverneur de province avant d'entamer sans délai une mission de terrain à haute portée stratégique. Il faut retenir que notre ministre, avant son départ, il a sur instruction du chef de l'État, nous allons prendre en charge dans un moment très rapide le travaux de 50 à 70 km dans la ville de Kananga. En dehors de ce que fait Satrimex avec Beseko et les 35 km de Tchilé-Gelou, il y aura en 6 entre 50 et 70 km qui vont être faits dans cette ville. La tournée d'inspection a débuté sur le chantier emblématique de l'université de Kananga, symbole de l'avenir et de la formation des élites, avant de s'y poursuivre sur plusieurs axes clés, à savoir l'avenue de l'Iesteka, les Faux, Kanyoka et le site de l'Asda. Malgré certaines contraintes techniques, notamment l'inaccessibilité des engins sur quelques tronçons, l'OVD réaffirme son engagement total à livrer des ouvrages durables, conformément aux normes et utiles aux populations. L'hôpital du cinquantenaire place désormais l'accès de qualité à coût réduit au cœur de son contrat social. Pour marquer cette volonté de transparence, une journée porte ouverte a été organisée ce jeudi à l'intention de professionnels de médias spécialisés en santé. Le récit de cette immersion avec Nicole Sessep-Loka. Longtemps limité dans la prise en charge des malades, l'ancien hôpital du cinquantenaire connaît une profonde transformation. Rebaptisé Centre hospitalier universitaire du cinquantenaire, CHU 50 en sigle, cette formation médicale a une capacité de plus de 800 lits et dispose des matériels modernes avec un laboratoire bien équipé pour toutes sortes d'analyses médicales, ce qui permettra de limiter les transferts des malades à l'étranger, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le ministère de la Santé. Au cours d'un briefing à l'intention des membres de l'Union des journalistes et communicateurs en santé, le coordonnateur du CHU 50, le docteur Jeff Ntalaja, a fait un état des lieux de ces centres hospitaliers. Je crois que l'idée générale, c'est ce qu'ils ont vu. Comme je dis, vous avez connu l'hôpital du cinquantenaire avant. Maintenant, vous êtes venu visiter les CHU du cinquantenaire, donc Centre hospitalier universitaire du cinquantenaire, et vous avez vu la différence entre les deux institutions. On ne peut pas se permettre de laisser la population qui manque des hôpitaux, qui va se faire soigner dans des endroits, dans des conditions qui ne sont pas acceptables, et on laisse un bâtiment pareil de 800 lits abandonné autour de lui-même. La délégation de l'Union des journalistes et communicateurs en santé, conduite par son président Michel Kiapamen, a fait la ronde des différents services pour se rendre compte de la reprise effective des activités au centre hospitalier universitaire du cinquantenaire. Cap sur la performance des Logefrem, le conseil d'administration de l'Office de gestion du fret multimodal s'est réuni en session extraordinaire sous la présidence de l'honorable Adolphe Amissi Makutano. Les administrateurs se sont penchés sur le grand enjeu stratégique de cet établissement public, le détail de ses assises avec Rodé Panda.
Cette réunion extraordinaire relative à la première session de l'année 2026 a porté sur plusieurs points, dans un contexte particulier marqué par la signature d'un arrêté ministériel du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication. Le président du conseil d'administration de l'OGEFREM a indiqué que la suspension intervenue au sein de la direction générale justifiant la convocation urgente de cette réunion consacrée essentiellement à la communication du président du Conseil, l'état des lieux présenté par la Direction générale, l'entérinement de décisions prises par la tutelle, la révision du règlement intérieur du Conseil, l'examen de la correspondance des ministres de tutelle, les réaménagements techniques ainsi que l'évaluation des résolutions antérieures. À l'issue des échanges, l'honorable Adolphe Amissimakutano et l'ensemble des administrateurs et cadres de l'entreprise ont salué les décisions administratives prises par la tutelle, estimant qu'elles répondaient aux attentes exprimées depuis plusieurs mois par l'organe de gouvernance de l'OGEFREM. Il y a plusieurs recommandations dans la correspondance nous adressée. Il était important que nous puissions convoquer cette réunion extraordinaire. Aujourd'hui, tout est rentré à la normale. Les membres du Conseil ont également souligné que ces mesures pourraient contribuer au redressement de l'Office, au respect de la hiérarchie, à la promotion de la culture du travail, au renforcement des relations professionnelles entre agents, ainsi qu'à l'amélioration de la gouvernance interne dans la perspective d'instaurer un climat de sérénité et de confiance au sein de cet établissement public. Un quart de siècle après l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, l'heure est au bilan. Quel est l'impact réel de l'agenda femmes, paix, sécurité en République démocratique du Congo? Pour répondre à cette interrogation névralgique, l'experte en genre Annie Matundu livre une analyse profonde dans son nouvel ouvrage baptisé officiellement par la ministre du Genre, Famille et Enfants, un éclairage essentiel sur les avancées et les défis persistants de notre société. Analyse et décryptage dans le commentaire de Christine Lenzo. Résolution 1325, évolution après 25 ans d'engagement pour la paix et la sécurité des femmes et les titres du livre qui s'est ajouté sur les marchés, consacré à la résolution 1325 des Nations Unies pour la femme, paix et sécurité des Nations Unies. Cet ouvrage, œuvre de Annie Matundu Mbambi, consultante en genre et développement, experte de l'agenda femmes, paix et sécurité, met en lumière l'engagement des femmes pour la paix et la sécurité. Il a été présenté par son auteur ce 27 janvier 2026. Quand ces accords excluent les femmes, il n'y aura pas une paix durable. Et pour la RDC, notre pays, les institutions doivent commencer à penser à inclure et non à exclure les femmes aux tables de négociation et nous aurons une paix durable. 25 ans d'engagement plus tard, ce livre propose une analyse critique et multidimensionnelle de l'évolution de sa mise en œuvre et examine les premières années d'appropriation. Le dit ouvrage a été baptisé par la ministre du Genre, Famille et Enfants en présence de plusieurs personnalités et des femmes activistes de défense des droits de la femme. Nous baptisons ce livre au nom de la paix et la sécurité. Que ce livre console les âmes abattues et apporte la paix dans notre République démocratique du Congo. Notons que, après le vernissage de cet ouvrage à l'OIF et maintenant à Kinshasa, un autre vernissage est attendu aux Nations Unies à New York. Occasion pour quelques grandes figures de femmes leaders de donner leur témoignage. Julienne Lusenge, Jeanne Zouzi et autres acteurs influents se sont succédés pour parler du parcours de Annie Matundu, appelée affectueusement Mama 1325, une femme leader dont les actions ne sont plus à démontrer même à l'international. Signalons par ailleurs cette vente organisée sur place
question d'encourager cette belle initiative. De cette fin de mois de janvier 2026, le nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti, fixé à 21 500 francs congolais, devient une réalité concrète. Après l'impulsion du chef de l'État, la Première ministre a signé le décret d'application scellant cet engagement gouvernemental. De son côté, le président de l'intersyndicale nationale, Fidèle Kiyangi, salue cette avancée majeure et appelle l'ensemble des travailleurs au calme et à la sérénité. Le point sur l'application de cette mesure avec Rodé Panda. Le chef de l'État avait pris la décision. Le rendez-vous a été déjà calé sur l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG à la fin de ce mois de janvier 2026. Le décret de la Première ministre reste les gages d'application. Il y a fait allusion lors du lancement du 37e Conseil national du travail. Fidèle Kiyangi, président de l'intersyndicale nationale du Congo, fixe l'opinion et appelle les travailleurs au calme. Le SMIC de 21 500 francs congolais sera payé. Nous avions accepté d'aller au Conseil, comme le Premier ministre nous demande, mais ce sera pour aller réaffirmer notre position par rapport au SMIC. Le SMIC est d'application parce que le décret a été pris au mois de mai et qu'à partir du 1er mai, c'était 14 500, à partir du 1er janvier, c'est 21 500 et chaque employeur est obligé d'appliquer ça. Je peux rassurer les travailleurs qu'il n'y aura pas un décret contraire. Le chef de l'État a annoncé ça devant les deux chambres. Et le SMIC au Congo, c'est 21 500. Qui est celui qui est au-dessus de Tshisekedi pour venir dire que le SMIC doit être revu? Il y a des employeurs qui font du chantage en disant qu'ils vont fermer, ils vont réduire les effectifs, qu'ils le fassent. Pourquoi les employeurs n'ont pas fermé leurs entreprises quand le SMIC était de $5 depuis 2017 jusqu'en 2025 et les travailleurs étaient en train de croupir? $5 en 2017 était 7 075. Jusqu'en 2025, c'était 2850. Et les employeurs dansaient, chantaient. Et aujourd'hui, on a trouvé une façon d'abord de réajuster les SMIC. Et après, nous avons fixé un nouveau SMIC. Les employeurs veulent dire, oh non, écoutez, c'est-à-dire, non. Il faut compter sur l'engagement du gouvernement, a souligné le président de l'intersyndicale nationale du Congo. Le jeu de dames congolais fait sa mue numérique. Grâce à la plateforme Beta Dame RDC, ces sports cérébrales s'invitent désormais sur chaque téléphone portable à travers la République. Décryptage de cette avancée avec Eric Kabamba. Jouer à la dame partout en RDC à partir de son smartphone, c'est désormais possible grâce à Beta Dame RDC, une plateforme numérique développée par la société HTC. Pensée pour des millions d'amoureux du jeu de dames, cette application permet aux joueurs de s'affronter à distance, de se retrouver virtuellement, mais aussi de gagner de l'argent à chaque partie jouée. Pour structurer et accompagner cette vision numérique, HTC a signé un accord de partenariat avec la Fédération des Jeux de Dames de la RDC. Objectif, ouvrir une nouvelle ère pour les Jeux de Dames congolais. Développer les secteurs de la dame était un objectif et une opportunité pour nous. Nous allons travailler ensemble avec la Fédération sur plusieurs stratégies pour promouvoir la plateforme, promouvoir le jeu des dames, de manière à ce que tous les Quinois sur chaque coin de rue puissent être en mesure de jouer à la dame et de se retrouver d'une manière ou d'une autre. Grâce à ces partenariats, la fédération entend canaliser des revenus sûrs, renforcer son fonctionnement et relancer l'organisation des compétitions officielles à travers le pays. Un accord qui, selon les responsables, va également apporter plus de visibilité et de crédibilité à la discipline, a précisé le président de la Fédération des Jeux des Dames. Il faut avoir des compétitions régulières et il faut également participer aux compétitions internationales régulièrement. Et toutes ces participations nécessite de moyens. Donc nous pensons fermement que ce partenariat va nous apporter de la lumière et un avenir meilleur. Dans les tout prochains jours, ce partenariat sera présenté au ministre des Sports afin de solliciter l'accompagnement du gouvernement congolais. Autre priorité annoncée, la vulgarisation du jeu des dames en milieu scolaire et universitaire pour attirer le jeune et aussi préparer la relève.
Opération coup de poing pour la salubrité à Makala. Le travaux d'assainissement initié par les bourgmestres Kafelio Ngoudia s'apprête à passer à la vitesse supérieure. Pour matérialiser cette volonté de transformation urbaine, la commune vient de se doter d'une première flotte de 5 tricycles destinés à optimiser la collecte des déchets. Les images de ces déploiements avec Serge Merlemata. Les travaux d'assainissement progressent bien dans la commune de Makala. Seulement voilà, la phase finale de l'évacuation des déchets est désormais possible pour finaliser l'opération de salubrité. Et ce, avec l'acquisition de ces équipements d'assainissement composés de 5 tricycles. Confiant, les bourgmestres de la commune de Makala, Kafelio Ngoudia rassure quant à l'intensification des travaux d'assainissement dans sa municipalité. Question d'améliorer la santé publique de ses administrés. Entre-temps, plusieurs acteurs stratégiques de cette municipalité ont été ciblés dans le cadre de cette opération. Le tout dans le but de permettre l'évacuation rapide et simple des déchets solides et autres ordures. Sur l'avenue de l'université, sur l'avenue Kimwenza, sur l'avenue Kouilou, sur la direction Elengesa et l'autre sur Bypass, et un autre tricycle sera affecté sur la direction Kikwit. L'objectif pour nous, c'est faire en sorte que les évacuations se fassent de manière très rapide et permanente. L'autorité municipale de Makala, Kafelio Ngoudia, a par la même occasion invité ses administrés aux actions quotidiennes simples visant à préserver l'environnement. Nous invitons toute la population aux actes éco-citoyens qui consiste aujourd'hui à faire une rationalisation du tri sélectif des déchets ménagers. Cette démarche, rappelons-le, s'inscrit dans le cadre du programme Kinshasa Zobunga, porté par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Dane Bumba Lubaki, en droite ligne avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pays pleure l'un de ses patriarches politiques. Azuluni Bembe Isilonyoni, figure tutélaire de l'histoire parlementaire de notre pays, a tiré sa révérence. La dépouille mortelle de l'ancien président de l'Assemblée nationale est arrivée à Kinshasa, marquant les débuts d'un dernier hommage de la nation à celui qui fut un acteur clé de la transition et de la stabilité des institutions. Le récit de cet accueil funèbre avec Cédric Enina. Célestin Anzuluni Mbembe, la mémoire d'une nation. Il était de ceux dont le nom épouse l'histoire de la République. Célestin Anzuluni Mbembe Isilonyoni, patriarche respecté et figure majeure de la vie politique congolaise, s'est éteint, laissant derrière lui l'empreinte indélébile d'un homme d'État au service de la nation. Acteur central de grandes transitions institutionnelles, il a marqué de son sceau la Conférence nationale souveraine. Moment fondateur de la lutte démocratique en RDC. Rigueur, discipline et sens élevé de la responsabilité publique, telles furent les boussoles de son engagement politique. Analyste fin et voix écoutée, Célestin Anzuluni Mbembe s'est toujours distingué par la fermeté sereine de ses positions sur les enjeux nationaux comme internationaux. Né le 25 février 1943 à Mukera, dans les territoires des Fizi au sud Kivu, il a grandi au carrefour des cultures et des peuples, un terreau qui a façonné son ouverture d'esprit et nourri son engagement intellectuel et politique. Décédé le 16 janvier 2026 à Ath, en Belgique, à l'âge de 83 ans, alors qu'il suivait des soins médicaux, sa dépouille est arrivée ce mercredi à Kinshasa et elle repose actuellement à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Un hommage solennel lui sera rendu à l'esplanade du Palais du Peuple le mardi 3 février prochain, en présence des autorités politiques, des proches et du peuple congolais reconnaissant. Il laisse aussi une relève engagée, notamment son fils Floribert Anzuluni, ministre de l'intégration régionale, qui a personnellement accompagné la dépouille de son père depuis la Belgique. Avec Célestin Anzuluni Mbembe, la RDC perd un patriarche, mais la nation conserve un héritage, celui de la constance, de la lucidité et du sens élevé de l'État.
Un moment des recueillements et des gratitudes nationales, une messe d'action de grâce a été célébrée en mémoire de Marie-Rose Kasavubu, digne héritière du premier président de la République. Le récit de cette cérémonie dans ce reportage. La cathédrale Notre-Dame du Congo, au lieu spirituel de Kinshasa, a accueilli ce jeudi une messe de requiem, après d'émotions et de solennités en mémoire de Marie-Rose Kasavubu, fille du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, décédé le 17 janvier dernier à l'âge de 80 ans. Sous les voûtes majestueuses de l'édifice religieux, les prières ont résonné comme un écho du passé, rappelant l'histoire d'une famille intimement liée aux premières heures de l'indépendance congolaise. L'office religieux a rassemblé une assistance nombreuse et diverse, témoignant de l'emprunt laissé par la disparue. Membres du gouvernement, notables de la province du Congo central, notamment le directeur général de la SOCIR, Patrick Yala, ainsi que plusieurs anonymes, se sont unis dans le recueillement pour saluer la mémoire de celles qui portaient un nom profondément inscrit dans le patrimoine politique et historique du pays. Dans une atmosphère sobre, marquée par la dignité et le respect, les chants liturgiques ont accompagné les fidèles, tandis que les hommages rappelaient le parcours d'une femme restée discrète, mais symboliquement attachée à l'héritage du premier chef de l'État congolais. Le décès de Marie-Rose Kasavubu ravive les souvenirs de Joseph Kasavubu, président emblématique de la jeune République au lendemain de l'indépendance. À travers elle, c'est une page de l'histoire nationale qui s'éteint doucement, mais dans la mémoire des mères vivantes, dans la conscience collective. Au terme de la célébration, les visages et le regard silencieux traduisaient l'importance de cette perte pour la famille Kasavubu, mais aussi pour tous ceux qui reconnaissent dans ces noms un symbole des origines de la nation congolaise moderne. C'est ici que s'achève votre édition réalisée par Junior Louyeye, Ruben Kumbu, Liévin Yoba et Joël Piangou. Demain, 7h, retrouvez Rudis Kitutu et moi, je reviens demain, même heure, même chaîne. Madame, messieurs, bonne suite de programme sur nos antennes. Du gouvernement.